Dans notre émission « Anéantissement de la Libye » du 11 novembre 2015, nous avons déjà parlé de la mort de l'ancien président de la Libye, Mouammar Kadhafi, et des circonstances qui ont mené à cela. Nous conseillons aussi notre film documentaire « Guerre par instrumentalisation ». Celui-ci montre en détail que l'élimination ciblée de Kadhafi et la destruction de la Libye n'étaient rien d'autre qu'un coup stratégique adroit dans le très vaste plan de quelques stratèges globalistes. Ces joueurs mondiaux ont réussi une fois de plus, dans le cas de la Libye, à faire avancer leur but, toujours le même, l'affaiblissement total et la déstabilisation de l'Europe et de toute la partie du monde pas encore américanisée. À l'aide de flux de réfugiés incontrôlables, l'Europe doit être déstabilisée et sombrer dans le bourbier de problèmes sociaux, économiques, politiques, mais aussi religieux, toujours croissants. Le but stratégique derrière cela, c'est l'épuisement total des nations et comme conséquence, leur rangement volontaire dans le nouvel ordre mondial des tireurs de ficelles globalistes. Et c'est précisément ce à quoi les nations d'Europe n'auraient jamais été prêtes sans le chaos soigneusement orchestré. Aujourd'hui pourtant, nous aimerions donner la parole à Mouammar Kadhafi lui-même, qui semble avoir percé à jour ce jeu de quelques stratèges globalistes. Kadhafi a démasqué ce que les États-Unis entendent par démocratie et liberté, comme étant un système coupe-gorge dans lequel le plus grand chien mange tous les autres. D'autre part, Kadhafi a fait tout ce qu'il pouvait pour comprendre le concept d'une vraie démocratie et pour la pratiquer en Libye. Mais voyez par vous-même, dans un premier extrait, les sombres prophéties concernent les flux de réfugiés vers l'Europe que l'ancien dirigeant de la Libye a écrites quelques mois avant sa mort dans une lettre ouverte. Ces prophéties ont été publiées par le quotidien russe Saftra en mai 2011. Ensuite, vous entendrez la version intégrale de ce qu'on appelle le testament politique de Mouammar Kadhafi qu'il a rédigé le 5 avril 2011. Les deux écrits sont parus après le début des attaques aériennes de l'OTAN le 19 mars et la destruction de la Libye par un bombardement systématique. Arrêtez, peuple de l'OTAN. Vous bombardez un mur qui barre le chemin à la migration africaine vers l'Europe et le chemin des terroristes d'Al-Qaïda. Ce mur, c'était la Libye. Imbécile que vous êtes, vous le détruisez et vous brûlerez en enfer pour les milliers de migrants d'Afrique et pour avoir soutenu Al-Qaïda. C'est ainsi que ce sera, et je ne mens jamais. Et je ne mens pas maintenant non plus. Mémoire de ma vie. Colonel Mouammar Kadhafi, chef de la Révolution, 5 avril 2011. Au nom d'Allah, du bienfaisant, du miséricordieux. Pendant 40 ans, ou était-ce plus, je ne me souviens plus. J'ai tout fait pour donner aux gens des habitations, des hôpitaux, des écoles, et lorsqu'ils avaient faim, de la nourriture. Au Benghazi, j'ai même fait du désert une terre agricole. Je me suis imposé contre les attaques de ce cow-boy de Reagan, lorsqu'il a tué ma fille adoptive orpheline. Il avait essayé de me tuer. Au lieu de cela, il a tué cette pauvre enfant innocente. Ensuite, j'ai aidé mes frères et sœurs en Afrique avec de l'argent pour l'Union africaine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aider les gens à comprendre le concept d'une vraie démocratie, dans laquelle des commissions du peuple dirigent notre pays. Mais comme on me l'a fait comprendre, tout cela n'était pas assez. Même des personnes qui avaient des maisons avec 10 chambres, des costumes neufs et des meubles neufs n'étaient jamais satisfaites. Égoïstes qu'ils étaient, ils voulaient toujours plus. Ils racontaient aux Américains et à d'autres visiteurs qu'ils avaient besoin de démocratie et de liberté, sans reconnaître qu'il s'agit là d'un système coupeur de tête, dans lequel le gros chien mange tous les autres. Mais ils étaient comme ensorcelés par ces paroles, sans voir qu'il n'y a pas de médecine gratuite en Amérique, pas d'hôpitaux gratuits, pas de maisons gratuites, pas d'éducation gratuite et pas de nourriture gratuite.
Sans parler des gens qui mendient ou des longues queues pour une assiette de soupe. Non, quoi que j'ai fait, pour certains ce n'était jamais assez. Mais d'autres, eux, savaient que je suis le fils de Gamal Abdel Nasser, le seul vrai dirigeant arabe et musulman que nous ayons eu depuis Saladin. Lorsque j'ai revendiqué la Libye pour mon peuple, comme il a revendiqué le canal de Suez pour son peuple, c'était ces traces que je tentais de suivre pour protéger mon peuple de la domination coloniale, de voleurs qui nous voleraient. Je suis désormais soumis à l'attaque de la plus grande puissance de l'histoire militaire. Mon petit-fils africain Obama voudrait me tuer, pour enlever la liberté à notre pays, pour nous enlever nos habitations gratuites, notre médecine gratuite, notre éducation gratuite, notre nourriture gratuite, pour la remplacer par le vol selon le style américain, appelé capitalisme. Mais nous tous dans le tiers-monde, nous savons ce que cela veut dire. Cela veut dire que les grands trusts dirigent le pays, dirigent le monde, et que les gens souffrent. C'est pourquoi il n'y a pas d'alternative pour moi. Je dois prendre ma place. Et si Allah le souhaite, je mourrai en suivant son chemin, le chemin qui a rendu notre pays riche en terres agricoles ainsi qu'en nourriture et en bonne santé. Et nous permet même d'aider nos frères africains et arabes, quand ils travaillent ici avec nous, dans la République du peuple libyen. Il n'est pas de mon désir de mourir, mais si cela devait arriver, pour sauver ce pays, mon peuple, tous ces milliers qui sont mes enfants, alors qu'il en soit ainsi. Que ce testament soit ma voix adressée au monde, que je me suis levé contre les attaques des croisades de l'OTAN. Levé contre la brutalité, levé contre la trahison, levé contre l'Occident avec ses ambitions colonialistes. Et que je me suis tenu du côté de mes frères africains, du côté de mes frères arabes et musulmans, comme une colonne de lumière. Pendant que d'autres construisaient des palais, je vivais dans une maison toute simple et dans une tente. Jamais je n'ai oublié ma jeunesse à Sirte, je n'ai pas gaspillé de manière insensée la richesse de notre peuple. Et comme Saladin, notre dirigeant musulman qui a sauvé Jérusalem pour l'islam, j'ai pris peu pour moi-même. En Occident, certains m'ont traité de fou ou d'insensé, mais ils connaissent la vérité et continuent néanmoins à mentir. Ils savent que notre pays est libre et indépendant, et non sous le joug des colonialistes. Que ma vision, mon chemin est compréhensible et l'a toujours été, et qu'elle est dans l'intérêt de mon peuple, et que je vais me battre jusqu'au dernier souffle pour nous garder libres. Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider à rester croyants et libres. Colonel Mouammar Kadhafi, 5 avril 2011. Mais à présent, jetons un regard sur la Libye et sa situation sous le régime de Kadhafi. Ce même homme, le colonel Mouammar al-Kadhafi, celui que l'OTAN et les États-Unis ont stigmatisé comme dictateur brutal, ce qui leur a servi de justification pour leurs attaques aériennes et son assassinat, cet homme devrait être vénéré par les Nations Unies pour ses mérites en ce qui concerne les droits de l'homme en Libye. Les faits suivants sont seulement un extrait d'une longue liste. Premièrement, en Libye, il n'existait pas d'intérêt sur les crédits. Deuxièmement, l'électricité était gratuite. Troisièmement, tous les nouveaux mariés recevaient de l'État libyen l'équivalent de 45 000 € pour financer leur propre appartement et fonder une famille. Quatrièmement, la formation médicale et les traitements médicaux étaient gratuits. Avant Kadhafi, seulement 25% de la population libyenne savait lire. Aujourd'hui, 83%. Cinquièmement, une partie de toutes les ventes de pétrole libyen était créditée directement sur les comptes des citoyens de Libye. Sixièmement, Kadhafi a lancé le plus grand projet mondial de pipeline d'eau potable pour un meilleur approvisionnement en eau de la population et de l'agriculture. Tout cela et beaucoup d'autres choses sont du passé maintenant, depuis que l'OTAN nous a libérés de ce monstre. Mais qu'est-ce que la Libye a donc fait pour que tout cela soit enlevé à ce pays?
Jusqu'à l'élimination de Kadhafi, ce pays avait un étalon or. Il possède du pétrole et du gaz en quantité et il y a une richesse d'eau douce gigantesque. Au sud de la Libye, il y a 4 grands réservoirs d'eau dans lesquels se conservent 35 000 km3 d'eau. Si on met un prix de vente de seulement 2 € par mètre cube, alors la valeur de ces réservoirs d'eau d'excellente qualité se chiffre à 58 000 milliards d'euros. Le 1er septembre 2010, la première grande section du projet Great Man-Made River, une rivière artificielle transsaharienne, a pu être mise en service après sa planification et sa construction qui ont duré 30 ans. C'était 5 mois avant les émeutes en Libye, donc avant que le projet, qui avait été qualifié de 8e merveille du monde, puisse porter des fruits au vrai sens du terme. Lors de la fête d'inauguration, Kadhafi avait dit « Ce projet est notre réponse aux reproches de l'Amérique qui nous accuse de cultiver le terrorisme. » Kadhafi s'occupait en outre d'avoir une bonne politique sociale et un très bon système d'éducation et de santé. Et tout a été détruit par les apporteurs de démocratie, par génocide. Au lieu de la 8e merveille du monde, avec des jardins florissants, ce pays ne peut plus se distinguer que par ses migrants. Dans différentes émissions, CLA TV a évoqué l'opinion de personnes qui en étaient venues à conclure que la crise des réfugiés n'est pas un hasard, mais que la migration de masse vers l'Europe a été mise en marche de manière ciblée par des hommes de pouvoir, comme par exemple George Soros. Il y a maintenant 2 autres personnes qui ont étudié à fond les causes de la migration de masse d'Afrique vers l'Europe. Dans un article publié le 12 octobre dans le magazine politique et économique sur Internet Macroscope, le professeur en économie Anis Choudhury et l'économiste malaisien Jomo Kwam Sundaram ont répondu à la question de savoir pourquoi tant de jeunes Africains essaient de quitter leur continent natal au péril de leur vie. Citation. Dans la première moitié de cette année 2017, au moins 2247 personnes ont perdu la vie ou ont été déclarées disparues après avoir tenté de venir en Europe par l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. L'année dernière, 2016, 5096 décès ont été enregistrés au total. Il s'agit d'informations données par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. La majorité de ces morts, qui en tant que migrants économiques deviennent facilement la proie du trafic d'êtres humains, étaient de jeunes Africains âgés de 17 à 25 ans. L'ancien chef de la mission britannique à Benghazi, Libye, a déclaré en avril qu'environ 1 million d'autres jeunes de toute l'Afrique se trouvent en route vers la Libye. Ce qui les motive, le rêve de l'Europe. Selon Choudhury et Sundaram, les réfugiés d'Afrique sont en général des réfugiés économiques. Ceux-ci ne sont pas reconnus comme réfugiés dans le sens de la Convention de Genève sur les réfugiés et n'ont donc pas le droit d'asile. Les 2 auteurs ne laissent aucun doute non plus sur le fait que la pauvreté en Afrique est la raison principale de l'exode de masse vers l'Europe. Citation. Selon le rapport de la Banque mondiale Poverty in Rising Africa, le nombre des Africains qui sont concernés par une pauvreté extrême est passé de 100 millions en 1990 à environ 330 millions en 2012. Le rapport reflète clairement que les plus pauvres parmi les plus pauvres vont de plus en plus être concentrés en Afrique. Effectivement, presque la moitié de la population du continent africain vit aujourd'hui dans la pauvreté.
De plus, on n'arrive pas à offrir de l'emploi en Afrique à une grande partie des jeunes de 15 à 24 ans. Même en Afrique du Sud, le pays africain avec le plus fort développement économique de tous les pays subsahariens, le taux de chômage des jeunes est de 54%. Mais il semble que ce n'est pas un hasard si l'Afrique est devenue le seul continent qui a constaté une hausse massive de la pauvreté dans les dernières décennies. Voici l'opinion de Chaudhary et Sundaram concernant la cause de l'augmentation massive de la pauvreté en Afrique. Une partie de la réponse se trouve dans les échecs de la politique économique de l'époque, souvent imposée par l'Occident. Depuis les années 80, de nombreux pays d'Afrique ont dû se soumettre à des programmes d'ajustement structurel, PAS, basés sur la libéralisation et la privatisation. La Banque mondiale, la Banque de développement africaine et aussi la plupart des donateurs occidentaux ont soutenu les PAS. Et cela alors qu'à ce moment-là, l'ONU avait déjà mis en garde contre les conséquences sociales négatives que cela entraînerait. Les programmes d'ajustement structurel sont des mesures économiques dans les pays du tiers-monde, que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale imposent comme condition pour avoir un crédit. Ils contiennent surtout la privatisation d'entreprises publiques, c'est-à-dire leur vente à des multinationales. La souveraineté nationale est ainsi peu à peu abandonnée et les ressources naturelles sont ainsi pillées sans égard à l'environnement. Pour recevoir ces crédits, les pays sont forcés de diminuer leurs subventions et de prendre d'autres mesures pour faire des économies. Cela veut dire que diverses formes de soutien de l'État sont restreintes. Et dans de nombreux cas, cela mène inexorablement à la réduction des cotisations sociales ou à l'augmentation des prix alimentaires, ce qui met en danger de mort la population déjà pauvre. L'économiste américain et prix Nobel, Joseph Stiglitz, souligne que la manière de procéder du FMI n'a aucunement été favorable au développement des pays du Sud, mais plutôt nuisible. On a certes pris des distances face au programme d'ajustement structurel à la fin des années 90, mais d'après Chaudhary et Sundaram, leur successeur appelé Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, abrégé en DRSP, n'est en aucun cas meilleur. Chaudhary et Sundaram font aussi comprendre que l'exode en provenance d'Afrique ne peut pas être stoppé sans un changement fondamental de la stratégie de politique économique. Comme la Banque mondiale et le FMI ne font apparemment aucun effort pour que l'Afrique soit florissante et en autarcie, on doit présumer que la migration de masse venant d'Afrique qui en résulte est soutenue de manière ciblée. Les stratèges financiers internationaux tels que la Banque mondiale et le FMI font donc d'une pierre deux coups en faveur des stratèges de pouvoir globalistes. Premièrement, l'Afrique est prise en possession par des puissances impérialistes, c'est-à-dire des puissances qui revendiquent une prédominance mondiale. Deuxièmement, le problème de la pauvreté, qui est créé de manière ciblée, est refoulé vers l'Europe, qui est ainsi déstabilisée. De cette façon, le continent européen épuisé va lui aussi un jour se soumettre au nouvel ordre mondial planifié par ses stratèges de pouvoir. Bonsoir à toutes et tous, je suis étudiant à l'université de Nantes et j'ai vraiment pas l'habitude de faire des vidéos pour dénoncer ce qui se passe autour de moi par rapport à l'insécurité ou par rapport à l'immigration ou à toute forme d'injustice. Et juste à côté de moi, juste derrière moi, vous avez un magnifique château du 19e siècle qui a été réquisitionné par l'extrême gauche pour loger des migrants en situation illégale. Juste à côté. À quelques centaines de mètres d'ici, vous avez, là aussi, l'extrême gauche qui a décidé de réquisitionner 10 salles de cours. 10 salles de cours pour loger des migrants. On décide maintenant d'investir les lieux pour loger des personnes en situation illégale. L'université s'est engagée à payer, à partir de février 2018, le Crous pour ces migrants. Voilà. Petite anecdote, quand on est étudiant, et lorsque l'on décide d'être logé par le Crous,
il faut débourser 350 € pour 13 mètres carrés. 13 mètres carrés. Et on se tue à la tâche pour financer nos études. Et dans le même temps, on loge gratuitement des personnes en situation illégale. Il est temps que cela change. Et je voulais faire ce coup de gueule, vous informer de la situation, car les médias en parlent très peu. C'est pas BFM TV qui va vous en parler, bien évidemment. Et puisque maintenant l'information se fait par les réseaux sociaux, j'ai décidé de faire cette vidéo pour dénoncer ce qui se passait. Voilà. Ras-le-bol de cette situation inadmissible. On fait de la discrimination. La priorité nationale doit être appliquée dans notre pays. Comment peut-on accorder des droits à des personnes qui sont en train de violer la loi française? Je vous le demande. Allez expliquer aux étudiants qui triment tous les jours et tous les soirs pour se loger, pour financer leurs études, qu'à côté de ça, vous avez des personnes qui sont logées aux frais du contribuable alors qu'elles sont en situation illégale. Voilà. Je vous encourage à dénoncer cela lorsque ça se passe près de chez vous, à prendre votre portable et à mettre ces vidéos sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Je vous remercie.